Bonjour et bienvenue sur ce live des Rôlistes des Limbes où nous nous retrouvons cette fois-ci pour un live lecture avec notre compagnie des astres qui va vivre de nouvelles aventures. Nous nous retrouvons donc après les événements de la première session avec nos aspirants héros qui viennent de vivre un combat des plus éprouvants dont ils sont ressortis victorieux, non sans mal. Le terrible rituel dans lequel la pauvre Sémire avait été embarquée malgré elle ayant été empêchée, et l'élémentaire vaincu, la forteresse de glace devenait de plus en plus instable. La magie qui la maintenait jusqu'alors debout, canalisée par Marzana, n'avait plus nulle part où aller et se déversait à présent dans la structure glacée elle-même qui ne pouvait pas encaisser une telle puissance magique et commença à se fissurer de part en part avant d'exploser dans un déchaînement de magie et de glace. Soudain, semblant déchirer la réalité elle-même, une faille, ou était-ce un portail, s'ouvre dans le ciel, laissant tomber une petite silhouette entourée de flammes. Était-ce une personne que l'on vient de voir tomber du ciel? N'écoutant que son courage et ignorant son immense fatigue, Adélaïde se mit à courir vers le point d'impact, déjà presque entièrement dévoré par le blizzard qui continuait de gagner du terrain à mesure que les vestiges de la forteresse terminaient de s'effondrer, gelant tout sur son passage. Cray, Mara, Victor, Nadar ainsi que Sémire purent prendre suffisamment de distance, mais qu'en était-il de leur ami Roublarde? Ils avaient beau scruter le brouillard, la faible lueur des flammes vers laquelle s'était jetée Adélaïde n'était nulle part. Était-ce déjà la fin pour elle? Alors que tout espoir semblait perdu, une aurore boréale fit son apparition au-dessus de nos amis, qui assistèrent incrédules à un spectacle captivant. Était-ce une intervention divine? En tout cas, en un instant, chaque cristal de glace du brouillard givré se mit à refléter les couleurs vives et changeantes de l'aurore boréale, illuminant les berges de mille reflets irisés dansant dans la nuit avant de disparaître peu à peu à mesure que le brouillard magique se dissipa. Là, à genoux sur le lac, émergeait une silhouette. C'était Adélaïde, serrant contre elle une naine en armure, inconsciente. Exténuée, la roublarde tint bon jusqu'à l'arrivée de ses compagnons, qui accouraient pour lui porter secours, avant de perdre connaissance, elle aussi. Oh no. Mara ne savait pas trop quoi penser de tout ceci. Après avoir ramené Adélaïde et cette étrange naine tombée du ciel jusqu'à une des huttes abandonnées, tous allèrent dormir, se reliant pour monter la garde. Victor et elle, ayant besoin de moins d'heures de sommeil que le reste du groupe, avaient pris les premiers quarts et elle s'occupait du second. N'empêche, repos complet ou pas, elle était tout de même vraiment épuisée de tout ce qu'ils avaient pu vivre en si peu de temps. Un esprit élémentaire primordial, ce n'est pas rien tout de même. Et la pauvre petite Sémire, allait-elle se rétablir un jour? Du moins complètement? Les autres semblaient penser que tout était terminé, que tout irait pour le mieux, mais elle avait bien vu qu'au fond des yeux de la petite fille brillaient encore d'inquiétants reflets bleus qui vous glacent le sang. Et que penser de cette naine dont on ne savait encore rien? Tout cela allait devoir attendre demain, laissant la demi-elfe quelque peu frustrée. Soudain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sur l'autre rive, une silhouette les observait. Perdue dans ses pensées, elle ne l'a pas vu arriver, mais l'homme, du moins elle pense que c'en était un, avait dû venir de l'est. Il ne bouge pas. Il se contente d'observer le campement. Est-ce qu'il la fixe du regard? Il est trop loin, il fait malheureusement trop sombre pour le savoir. Absorbée par cette énième bizarrerie de la journée, Mara sursaute presque lorsque Cray pose sa main sur son épaule pour lui proposer de prendre la relève pour qu'elle puisse aussi aller se reposer. Remarquant bien que son ami est troublé, il lui demande si elle a vu quelque chose, ce à quoi elle veut lui répondre qu'on les observe, sauf qu'en un instant, la silhouette s'était volatilisée. Non, ce n'est rien. J'ai cru voir une ombre, je crois.
Le matin venu, les discussions vont bon train autour du petit déjeuner et de la mystérieuse naine se présentant sous le nom de Fine Hélène. Celle-ci n'a malheureusement pas grand-chose à leur apprendre, sa mémoire étant toujours assez embrumée. Elle et sa famille viennent d'une mine quelque part dans la principauté, et des quelques fragments de souvenirs qui lui reviennent, elle était aux prises avec une drachéide terrifiante au service du culte de Tiamat. Celle-ci avait pris l'ascendant lors de leur affrontement et tenait Fine Hélène au-dessus d'un précipice en incantant quelque chose en drachéide, en draconique, et elle n'arrivait pas à le savoir quoi, mais en tout cas, à un moment, un portail s'est ouvert sous ses pieds et elle y a été jetée. La dernière chose dont elle se souvient, c'est elle en train de foncer vers ce lac gelé, vers une mort certaine. Ne tenant pas à s'éterniser sur place et devant ramener Sémir à sa famille, à Opide, la compagnie se remet en route, chacun se relayant pour porter l'enfant, toujours endormi. Mara, toujours inquiète de sa vision de la nuit dernière, insista pour faire un détour à l'est, dont elle était certaine que venait l'homme qu'ils avaient observé durant la nuit. Et en effet, quelques centaines de mètres plus loin, des marques laissées sur le sol attendent nos aventuriers qui se rendent vite compte que de telles traces n'ont pu être laissées que par le passage de charrettes transportant de lourdes cargaisons loin, plus que probablement des blocs de glace, tels que ceux-ci étaient trouvables un petit peu partout sur le chemin, à peine fondus, sans doute parce que la glace n'était pas tout à fait dénuée de magie. En continuant leur investigation le long du chemin, nos aventuriers découvrent une grotte. Avec prudence, craignant de tomber dans un piège, le groupe s'engage sous terre. Sur quoi va-t-on bien pouvoir tomber ? Se demande-t-il chacun. D'autres glaçons ? Des monstres ? Un peu des deux peut-être, car avouons-le, les créatures rencontrées ces derniers jours ne faisaient pas beaucoup de distinction entre les deux. Mais alors qu'ils s'attendaient à tomber sur des créatures sorties des tréfonds de la terre, alors qu'ils avançaient la main à l'épée, hache ou bâton, c'est finalement sur 2 gardes que tombe la petite compagnie. 2 gardes tout à fait normaux, eux aussi, retournant vers Opide, après avoir fait une ronde dans les alentours. Cependant, les hommes ne semblent pas tranquilles. Ils sont inquiets, et cela n'échappe pas à Victor qui se met alors à les questionner sans faire preuve d'énormément de tact. Ce qui, entre nous, put parfois choquer ses compagnons avant que ceux-ci ne comprennent et n'acceptent que ce mage a beau être intelligent, il accuse un gros retard en termes de savoir-vivre en société. Heinrich, l'un des 2 gardes, admet ne pas trop savoir ce qu'il se passe, mais qu'ils ont vu en amont une épaisse fumée émaner du village. Et en effet, alors qu'il expliquait cela et que le groupe quittait enfin le passage souterrain, ils virent au loin une épaisse fumée noire émaner de 1 ou 2 kilomètres plus loin, là où se situe Opide. Heinrich et son compagnon se mettent alors à courir, criant aux membres de la compagnie qu'il fallait se hâter de rentrer. Tous leur emboîtèrent le pas, Nadar portant toujours la petite Sémir qui ne s'était toujours pas réveillée depuis les événements de la veille et qui semblait souffrir d'un sommeil plus qu'agité, ce qui n'était pas non plus pour rassurer le drachéide, assailli par un doute affreux depuis que Fine Hélène lui avait raconté son histoire de ce matin. Si alors une pensée terrible lui traversa l'esprit, il ne dit rien. Et il ne dit rien, ne voulant pas alimenter son inquiétude et ses soupçons. De son côté, Adélaïde, qui n'avait pas oublié l'inquiétude de Mara depuis qu'elle avait vu cette ombre et les traces étranges trouvées sur le chemin un peu plus tôt, fut soudain attirée par quelque chose dans sa vision périphérique. Là, à une quinzaine de mètres du chemin, l'entrée d'une grotte, avec à nouveau les traces de charrettes qu'ils avaient vues tout à l'heure sur le sol et quelques traces d'eau et peut-être de glaçons. Le temps presse, elle le sait, mais elle insiste tout de même pour qu'ils aillent voir cette cavité où sont rangées, selon Heinrich, des armes. C'est une sorte d'armurerie de secours, ce que je sais, enfin, c'est ce qu'on raconte. Vous savez, il ne se passe vraiment rien par ici, donc je n'y suis jamais rentré. À l'intérieur, effectivement, s'il y eut un jour des armes, forcé de constater qu'elles n'y sont plus. Ou alors enfuies quelque part
sous l'immense stock de glaçons qu'ils ont trouvé en arrivant. Mais pourquoi? Qu'est-ce que fait toute cette glace ici? Tous sont tentés d'investiguer davantage le lieu, mais une explosion provenant du village, puis une autre, et encore une troisième, leur rappelle l'urgence de la situation, et toute la troupe repart aussitôt vers Opide. Cependant, et alors qu'ils s'attendaient à voir tout le village dévoré par le feu, ils ne trouvent qu'un groupe de curieux amassés autour de la boutique en flammes de Zinzolin, le gnome du village, confiseur, alchimiste et visiblement également artificier à ses heures perdues, vu que les explosions entendues depuis plus tôt étaient en fait dues à des caisses de feux d'artifice qui brûlaient et s'allumaient les unes après les autres. Vraiment, quel étrange spectacle, se dit Finélène qui découvrait Opide pour la première fois. En les voyant arriver, la petite Sémire dans les bras, les villageois se précipitent d'amener nos aventuriers à l'auberge où ils retrouvent Annabelle et les parents de Beau, tous les trois en train de réprimander vivement Zinzolin d'avoir mis le feu à sa boutique. « Mais tu ne te rends pas compte, tu aurais pu mettre le feu à tout le village. Et tu le pourrais encore d'ailleurs, parce que l'incendie n'est toujours pas éteint. Qu'est-ce qui t'a pris ?» Annabelle, voyant arriver la compagnie avec Sémire, interrompt la discussion pour venir serrer sa fille dans ses bras et la conduisit dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. De son côté, Zinzolin essaye de se justifier, expliquant que Warwick avait fait irruption chez lui en pleine nuit, apparemment pour lui dérober ses trésors ou ses bonbons. À vrai dire, personne ne sait vraiment si le gnome faisait une distinction entre les deux. Pris de court, la solution la plus simple et la plus logique avait été de lancer sa lampe à huile vers ces feux d'artifice, ce qui surprit l'assaillant de Zinzolin. Toujours est-il que Warwick, voyant bien qu'il n'aurait rien, quitta ensuite le village, emmenant avec lui une grande partie de sa milice. Dans la chambre de Sémire, tandis que celle-ci était allongée dans son lit aux côtés de sa mère qui ne pouvait quitter du regard cet enfant qu'elle craignait avoir perdu pour toujours, Mara conta à Annabelle les événements survenus au lac, la forteresse de glace, le combat contre l'élémentaire et comment il avait été vaincu, la silhouette les observant dans la nuit également, et enfin ces mystérieux blocs de glace. Prenant une profonde aspiration, serrant la main de Sémire, Annabelle leur dit que tout était de sa faute. Ils avaient été imprudents. Ils n'avaient pas réussi à cacher les pouvoirs de la petite fille aux membres du village. Apprenant qu'un de ses sujets détenait une magie des plus prodigieuses et intrigantes, Warwick avait commencé à exploiter la petite fille, à abuser de sa magie, apparemment pour produire de l'eau, pour que tout le monde puisse avoir de quoi boire, pour pouvoir irriguer les champs. La cause était apparemment noble, mais ça nécessitait tout de même d'exploiter une gosse, quoi. Au point de réveiller en elle une force tout autre, un esprit élémentaire terrifiant, Marzana. La suite, nous la connaissons. Le maître ayant déserté, nos aventuriers décident d'aller fouiller la vaste demeure de celui-ci, qui se révèle aussi décevante et finalement mal entretenue que son propriétaire. Frustré de ne rien trouver, Finélène se saisit alors du portrait de Warwick avant de sortir par la grande porte et de balancer celui-ci en bas des marches, manquant d'écraser un groupe de notables qui se disputaient déjà pour savoir lequel d'entre eux était le plus légitime pour succéder à leur prédécesseur. Voyant le tableau de celui-ci voler en éclats, tous firent silence. Et ils ne firent pas non plus les malins lorsqu'ils virent cette naine dévaler les escaliers et les fusiller du regard avant de repartir vers l'auberge. Incrédule, le reste de la compagnie la rattrapa, non sans regarder avec une certaine satisfaction le groupe de notables se liquéfier quelque peu devant eux. Enfin, après plusieurs jours d'aventure, nos aspirants héros peuvent enfin passer une véritable nuit de sommeil dans de vrais lits au sein du Rossignol. Le lendemain, Sémire n'est toujours pas réveillé. Lorsqu'ils arrivent au petit déjeuner, préparé par Annabelle, nos amis sont accueillis dans la grande salle par un page de la guilde des aventuriers. Celui-ci a eu vent des récents événements et a été envoyé afin de rencontrer les aventuriers responsables de tout ce raffut qu'il y a pu avoir dans cette partie du monde et vérifier que la mission qui leur avait été confiée était un succès.
Étant donné que c'était le cas, il décida d'envoyer un message directement au quartier général de la guilde des aventuriers, Fort Condor. Il leur proposa d'y aller directement et d'emmener avec eux Sémir, en espérant que là-bas, il pourrait la soigner. Zinzolin, voyant bien l'inquiétude d'Annabelle, proposa de les accompagner, et c'est ainsi que nos aspirants intrépides héros partèrent vers la forteresse de Fort Condor, où tous espéraient trouver de l'aide ainsi que des réponses. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième session de la Compagnie des Astres. Ben, il y a 5 ans et demi, on en a fait des choses. Hein. Et ouais, tellement de mystères. C'était une longue session. C'était une longue session. Avec l'arrivée de Finn et Hélène. Il s'est passé Ouais. énormément de choses. Puisque Effectivement. on avait commencé à 6, enfin 5 joueurs et 5 joueuses, et on a eu une 6e joueuse, Vanda, qui s'est rajoutée à nous lors de cette deuxième session, il y a déjà 5 ans et demi. 5 ans. Oui, on a commencé en 2020, 2020, on a commencé en 2020, En septembre. en septembre, et la deuxième session c'était fin septembre. Mhm. Donc c'était déjà longtemps. Mais les autres ont décrit leur personnage et pourquoi ils avaient choisi de faire ce personnage la dernière Oui. fois, enfin Donatienne et Manon. Mhm. Donc Raphaël, Euh, Victor, Oui, Victor. surtout à quoi tu pensais au début avec Victor et... Oh. Et pourquoi c'est devenu ça? En tout cas, je ne pensais pas devenir le personnage le plus détesté de la compagnie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut arrêter. Il aime bien aussi se donner ce rôle-là. Oui, C'est pas oui, après, Finn et Hélène n'arrête pas de dire qu'elle me déteste, mais qu'elle déteste la magie et que par définition, du coup, elle me déteste. Mais après, c'est peut-être lié au fait que j'ai manqué de tous vous tuer à plusieurs reprises Et consciemment. pour la bonne cause. On en parlera plus tard à la, Ouais, session, ouais, ouais. À la session venue, mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de jouer un mage Changer. En fait, j'avais longtemps hésité avec l'ensorceleur, mais je me disais que l'ensorceleur allait avoir moins de sorts différents et je voulais vraiment pouvoir essayer plein de choses et que ça parte vraiment dans tous les sens. Donc c'est pour ça que j'ai essayé le mage au début en me disant que au pire, ça allait être un one-shot. 6 ans plus tard, on y est toujours. Voilà. Tout ça pour toujours utiliser le sort je me rends invisible. Alors non. Varié. Je tiens à dire que je me rends souvent invisible et que je me téléporte, mais que c'est toujours dans le but de faire quelque chose de bien. C'est juste Se que sauver. vous... Alors non, c'est arrivé une seule fois, 2, peut-être 3. Mais en tout cas, il faut savoir que quand on est mage, être invisible, c'est quand même vraiment utile, surtout invisibilité suprême, parce qu'en fait, on a très peu de points de vie par rapport à vous, qui êtes plutôt des C'est tanks, etc. Donc voilà, il Pas faut des déjà- tanks, on a une armure quoi. Oui, par rapport à moi, vous êtes un peu des tanks. Hein, Oui. Pour toi, on est balèze. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de jouer un mage, et puis aussi parce que si je fais pas de magie, je dois bien avouer que je m'ennuie vraiment facilement. Ce qui n'a pas que des avantages, hein, parce que c'est arrivé à plusieurs sessions que je me retrouve sans pouvoir lancer de sortilège et que je sois obligé de frapper avec une épée et que je ne savais simplement pas comment mécaniquement on faisait dans Donjons et Dragons pour faire un coup d'épée ou de bâton. Mais par contre, si vous voulez jouer avec des mages, je suis super compétent pour vous dire comment fonctionnent vos sorts. C'est vrai. Mais c'était pas dans la compagnie des astres que tu t'es retrouvé à devoir utiliser un Des- bâton ou une épée. Ah Si. si, c'est arrivé 2-3 fois que je n'avais pas soit accès à mon grimoire, notamment on était dans la principauté, ou que j'ai été transformé en éléphant aussi, Ah ouais, invisible, c'est vrai. volant, sur lequel un loup faisait du surf. C'est Ouais. dans longtemps ça. Ouais. Nous, c'était il y a un moment. Pour vous, c'est dans longtemps. Donc voilà, déjà je ne savais pas comment on utilise une épée, alors savoir comment on utilise une trompe c'était encore plus compliqué, mais Faut creuser dans le tas, tu peux pas Oui, te oui. tromper. effectivement, Tous les petits garçons finissent par le découvrir. c'est finalement ce que... C'est horrible ce que tu viens de dire, Léna. Mais c'est très vrai. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, j'ai quand même appris à utiliser une épée, même si je déconseille fortement l'expérience quand on n'a aucune armure. Mais bon, Parce que l'épée, ça fait du corps à corps quoi. moi je dis que boule de feu c'est toujours beaucoup mieux, Voilà. même si c'est un sort finalement que j'utilise assez peu.
Mais donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un elfe, non, un mage à la base. Donc vas-y, dis-nous Et pourquoi Victor. Pourquoi Victor alors en fait, pourquoi le prénom Victor Non, pourquoi Victor dans sa globalité? Pourquoi Victor dans sa globalité? Le demi-elfe? Pourquoi alors pourquoi un demi-elfe? Parce que je me disais que les elfes c'était peut-être un peu trop cliché, mais que les humains c'était peut-être un petit peu trop basique. Donc j'ai fait un mélange des deux. Je me dis comme ça il sera peut-être un peu woke, tu vois. Non, à l'époque on n'en parlait pas encore. Non, vraiment en fait parce que je trouvais qu'il avait pas mal de trucs sympas en tant que demi-elfe, et je trouvais ça sympa de ne pas être une race à part entière, mais de pouvoir être un peu entre les deux en fait. On ne dit plus race. Si tu veux être woke, soit le jusqu'au bout, on ne dit plus race. Non mais c'est vrai que en 2014, en D&D 2014, c'était les races. Maintenant, ce sont les espèces. Oui. Voilà. En sachant que les demi-espèces n'existent plus. On passe de raciste à spéciste. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je ne sais pas. Mais bon, là n'est pas le sujet. Toute une question de comment on le situe. Mais en gros, je trouvais que c'était vraiment sympa. Grossophobe, maintenant, super. Yes. Allez. En tout cas, je trouvais ça vraiment sympa. Les demi-elfes comme espèce. Même si officiellement elle n'existe plus maintenant en 2024 comme la majorité des demi-espèces. Mécaniquement elles sont plus représentées. Elles sont plus représentées, mais bon, voilà. Cette phrase quoi, mécaniquement, non, elles ne sont plus représentées. Mais non, mais ça veut dire que tu les joues comme tu veux, voilà, et c'est quand même l'idée aussi de... Ça a juste été, quand on est passé en 2024, la question de comment est-ce qu'on l'adapte, vu que maintenant il n'y a plus que les elfes ou les humains. Bon, les humains n'ont vraiment pas grand-chose d'intéressant en termes de montée de... Merci pour Adélaïde. Excusez-moi, mais les elfes ont quand même des trucs beaucoup plus sympas quand tu montes de niveau en termes de capacité liées à leur espèce que les humains. Bon, okay, les humains, c'est des bonus, etc. Beaucoup. Ce qui ne m'intéressait pas beaucoup, parce que chez les elfes, par contre, on pouvait avoir pas brumeux, par exemple, si tu montes en niveau avec les hauts elfes, et ça permet de se téléporter. Et j'adore me téléporter. Et alors le problème avec Victor, c'est que autant j'adore les mages, autant je pense qu'il est un artificier qui s'ignore quelque part, vu que globalement il adore essayer de créer des armes magiques et d'autres éléments pour défendre et protéger ses amis. Il a aussi la fâcheuse tendance, mais ce n'est pas sa faute, à doter d'une conscience des objets inanimés et qui ne devraient normalement pas pouvoir parler au bout d'un moment. Après, comme ça, il a l'occasion d'avoir des personnes en plus qui l'engueulent. Oui, parce qu'en fait, son livre est vivant, il l'engueule. Et tu sais comment il s'appelle, son grimoire? Absolument pas, il ne nous l'a jamais présenté. Alors moi, je dis qu'il s'appelle Grimm, mais il me dit qu'il s'appelle Grimoire. Ce qui n'est pas très, très original pour un grimoire. Parce que Grimm, c'est original. Pour un grimoire. Au moins, c'est choupi-noupiné. Ça peut être son surnom, hein. Oui. Mais il n'en veut pas. Mais ce qui est le gros problème dans leur relation en fait, entre Grimm et Victor, c'est que Victor adore les sorts de feu, Grimoire est un livre, et donc il en a très très peur à chaque fois. Mais bon, on s'adapte, on fait ce qu'on peut, et finalement on garde le rythme, comme on dit par chez nous. Ouais, en tout cas, c'est un super résumé, et je pense qu'on continuera dans cette lancée pour les prochains résumés, mais je pense qu'on peut aussi peut-être parler des jeux de rôle qu'on a fait plus récemment, parce qu'on a quand même eu, et puis des choses qu'on a fait autour du jeu de rôle, parce qu'on a quand même eu l'occasion de faire notre premier festival à Alphes, début de ce mois-ci. Alphes pour l'Ardent Ludique Festival, qui s'est tenu à Liège, ici en mars. Ouais. Et c'était vraiment sympa. On a animé 5 one-shots sur le week-end, et on a parlé à plein de gens qui voulaient découvrir le jeu de rôle. On a vraiment partagé notre passion du jeu de rôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment avec des gens fort divers. C'était vraiment sympa. Les gens qui venaient de découvrir le jeu de rôle sans même nécessairement y connaître, et qui étaient très intéressés par ce qu'on avait sur notre table, qui est globalement ce que vous pouvez retrouver sur notre Insta et notre TikTok, les photos, etc. Et le battle set par exemple le battle set numéro 1 de la campagne Les Songes des Cieux Brisés. Oui, et ce qui était très sympa aussi de voir, c'était parce que nous on a proposé donc des one-shots qui n'étaient pas forcément du Donjons et Dragons, parce qu'il y a aussi eu du Dune, du Star Trek, donc c'était les 3 systèmes qui étaient proposés cette fois-là, mais on a découvert d'autres gens qui proposaient d'autres systèmes qu'on ne connaissait pas,
et certains qu'ils avaient inventés ou qu'ils aidaient à co-créer de ce que je me souviens. Bah ouais. On a rencontré vraiment plein de chouettes gens dans le jeu de rôle, dans la province de Liège. Et c'était vraiment aussi pour nous l'occasion de rencontrer un peu les clubs et les éditeurs ou ceux qui veulent s'éditer sur Liège. C'était vraiment cool. Et donc il y avait vraiment une bonne ambiance. S'il y a une deuxième édition, franchement, je vous conseille d'y aller. C'était vraiment chouette. Très décontracté et tout. On a même croisé Clotaire d'ailleurs à ce festival. Clotaire s'est baladé. Qui s'est baladé des shops. Clotaire a découvert le jeu de rôle. Incroyable. Et les jeux de société de façon. Il est venu faire un one shot avec nous d'ailleurs au final. C'est vrai. Il faut qu'il en parle à Arnold d'ailleurs. Peut-être dans l'arc 2. Il faut convaincre Manon d'écrire. Ils joueront au jeu de rôle dans l'arc 2. On vous dit pas quel genre de jeu de rôle. C'est ça sur son OnlyFans, ça. Et aussi, on a fait le one-shot Dune. Notre dernier live, c'était le one-shot Dune. On a fait le one-shot Dune dans lequel on a joué des personnages hauts en couleur avec une éthique irréprochable, n'est-ce pas? Ouais. Après, surtout dans un one-shot, je trouve que c'est intéressant de vraiment assumer des défauts et de pouvoir avoir des conflits entre les personnages. Moi, je trouve que c'est vrai. Je parle même pas spécialement filmé, je dis de façon générale, dans un one-shot, c'est bien de poser des choix forts parce que c'est plus intéressant. De toute façon, c'est la seule occasion qu'on a de jouer le personnage. Donc, c'est vrai qu'avoir un personnage qui assume ses défauts quelque part, moi ça me changeait un petit peu parce que Victor ne ferait jamais ça, par exemple, dans la Compagnie des Astres. Donc, et Raph non plus, c'est ça qui... Non, jamais. Mais ça, c'est parce que non, je jamais. Et... l'histoire. Mais le one shot était très sympa, j'ai hâte de tester les suivants. Le suivant d'ailleurs qui sera... Passionne pour la passionnesse, mené par Manon qui a la technique aujourd'hui. Bonjour Manon. Bonjour. Donc n'hésitez pas à faire plein de commentaires parce qu'elle est là pour ça. Et donc oui, le prochain, ça sera... Il n'y aura pas Raph, parce que monsieur a décidé de faire autre chose. Pas définitivement. Hein. Non. Pas de drama, rien du tout. Raph reste dans les rôlistes d'Alerde. On a quand même déjà dû le signaler plusieurs fois. Hein. Parce que monsieur a un agenda de ministre, quoi. Non, en fait, je dois bien vous l'avouer, aujourd'hui je vais faire mon mea culpa, je ne voulais juste pas vous voir toutes les semaines. Parfois j'aime bien être chez moi et ne rien faire. Mais comme nous tous. Voilà. Mais nous sommes là. C'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai vraiment quelque chose... non, moi c'est chez moi, donc c'est normal que je sois là. J'ai vraiment quelque chose pour le prochain one-shot et donc je ne serai pas présent malheureusement. Et je suis vraiment très déçu parce que c'est vraiment un que je voulais tester, donc j'espère que Manon, c'est un one-shot que tu reproposeras à un autre moment. Par contre, du coup, il y aura Vanda, dont on vous a parlé, qui joue Fine Hélène, qui a été un peu avec nous aussi sur la campagne des songes des cieux brisés. Oui, c'était la lore keeper sur les songes des cieux brisés, donc elle m'aidait à retenir les informations entre les épisodes, elle m'avait aidé aussi un peu à avoir quelqu'un à qui... voir les idées, concevoir un petit peu l'environnement des songes des cieux brisés. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les épisodes si vous avez des soirées de libre, c'est super sympa la campagne. Regardez dans l'ordre et genre tous, parce que parfois il y a des gens qui regardent un épisode en plein milieu. On sait pas pourquoi. Ils doivent rien comprendre. Après c'est peut-être juste que les gens les regardent très lentement, puisque si les gens regardent juste un épisode par mois, étant donné que c'est sorti depuis un moment, c'est peut-être ça. On ne sait pas. En tout cas, on est toujours content quand des gens regardent, même si c'est un épisode. Et ça fait plus d'un an qu'on a filmé ça d'ailleurs. C'est vrai. C'était début mars de l'année dernière. C'était les 2 premiers week-ends de mars de l'an dernier, donc bon anniversaire au tournage. Bon anniversaire. Bientôt les 1 an de nos réseaux aussi. Oui. Bientôt, je sais pas si c'est passé ou pas d'ailleurs. C'est passé. Oui. Ah, c'était pas en février. Non, c'est en janvier. Oui, c'était en voilà, les 1 an et 3 mois. On a commencé à poster en janvier et on avait créé en novembre, quelque chose comme ça. Mais oui, ça fait à un moment donné que ça fait du coup plus d'1 an qu'on poste au moins une fois par semaine du contenu. Hein, donc on est très régulier. La plupart du temps. Ouais. Genre une demi-heure à l'avance. Ça suffit. Parce qu'après tu ne peux pas le programmer pour plus tard de toute façon.
Une première question. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous faites du jeu de rôle? Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu de rôle? Alors, je vais commencer, puisque visiblement, il n'y a pas d'inspiration ni à gauche ni à droite. Lui, il inspire beaucoup. Oui. Donc, déjà, pour moi, la première chose, c'est de pouvoir partager un moment créatif, un moment de jeu avec d'autres personnes. De vraiment retrouver cette ambiance, on s'amuse ensemble et on a un moment collectif prévu. Alors, on essaye, c'est pas genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais on essaye vraiment d'être régulier. Ça ramène un petit peu ce truc qu'on perd vite. Après, bon, nous on a la chance de faire du théâtre, on a ce moment-là qui est programmé, qui est régulier, mais sinon, si on ne se fixe pas des moments ludiques où on joue ensemble, où on fait des choses ensemble, c'est très facile d'avoir beaucoup de temps sans se voir. Et puis, je trouve que c'est vraiment un truc où le jeu de rôle, on peut y découvrir tous les styles de fiction, on peut explorer des personnages différents et toutes des choses comme ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que tout univers est transposable dans un jeu de rôle, qu'importe le système au final, pour vraiment pouvoir vivre nos propres aventures là-dedans et expérimenter beaucoup, que ce soit au niveau de l'histoire, des mécaniques qui peuvent être très amusantes. Par exemple, dans Never Stop Blowing Up, qui est une mécanique un peu particulière aussi, qui est très drôle. Mais déjà, dans Donjons et Dragons, on peut faire énormément de choses. Et ce qui est très, très cool aussi, c'est de juste, parfois, en fait, avoir une idée de base, savoir où on veut aller. Finalement, on prend tous les détours possibles pour y arriver. Parfois, on oublie même où est-ce qu'on allait à la base. Mais on se sera quand même beaucoup amusé sur le chemin malgré tout. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et pouvoir tester énormément de choses. Et alors, à titre personnel aussi, j'ai majoritairement toujours été joueur. Depuis peu, je fais aussi MJ. Et du coup, je découvre aussi maintenant le fait de pouvoir créer les univers aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose de très, vraiment de très chouette. Et de pouvoir prévoir plein de choses à l'avance. Par exemple, se dire, est-ce qu'ils vont trouver telle ou telle chose? Est-ce qu'ils vont tomber dans tel ou tel piège? Finalement, dans rien, parce qu'ils décident de tout cramer, de partir ouvrir une boulangerie. Mais c'est quand même très drôle au final. Et puis parfois, en tant qu'MJ, on prépare plein de choses. Et puis, on trouve que les joueurs suivent trop ce qu'on a prévu. Alors, on change nous-mêmes et on jette 4-5 pages. C'est juste moi, peut-être, ça. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est un peu comme Carmen le disait, ce côté enfantin qu'on retrouve dans le sens où quand on est petit et qu'on joue dans la cour de récré, on s'invente des mondes, où on prend une licence qu'on aime bien et on fait genre on est dedans. Et un peu le même principe que les livres dont vous êtes le héros, quoi. Donc c'est pouvoir être dans un univers qu'on aime bien, même si c'est un univers qui n'existe pas. Enfin, Donjons et Dragons, c'est juste de la fantasy, quoi. Donc si on a toujours aimé le Seigneur des Anneaux et ce genre de trucs, c'est sympa. Et puis quand il y a des univers qui existent, c'est chouette de pouvoir se dire, ah tiens, moi j'ai toujours été fan de Doctor Who, c'est cool de pouvoir être comme dans un épisode de Doctor Who, quoi, et être un des personnages qui connaît le docteur et tout. Ça c'est sympa. Ben oui. Oui, c'est vrai que l'effort on a fait de One Shot Doctor Who, c'était vraiment marrant aussi. Ouais. Et moi, être MJ, je l'ai peu été. Et dans des trucs très précis, ça me stresse beaucoup. Après, peut-être j'ai juste pas choisi les bons univers dans lesquels être MJ par rapport à moi. Parce que j'ai fait MJ pour des univers à la Scooby-Doo, en sachant que je suis très nulle pour découvrir des mystères et donc en créer. Pourquoi j'ai choisi ça? Juste parce que j'aime Scooby-Doo, je voulais faire du jeu de rôle Scooby-Doo et je me suis dit, personne n'en propose, je veux en proposer un. C'était sans doute une mauvaise idée de commencer par ça, en sachant que le jeu de rôle que je ferai en live reste dans le même type d'idées et d'univers. Donc j'aime me faire du mal apparemment et de choisir d'aller dans des endroits où je ne suis pas du tout à l'aise. Mais je comprends ce principe de pouvoir créer un univers et se dire mes copains s'amusent en jouant dans une histoire que j'ai prévue pour eux, quoi. Ça c'est sympa. Après, le jeu de rôle, c'est aussi le parfait endroit pour tester dans un environnement safe des choses avec lesquelles c'est un environnement où on peut prendre des risques
Et il y a quand même cet investissement émotionnel de risque qu'on prend parce que l'histoire peut du coup pas se passer comme on veut, mais on est quand même juste au final autour d'une table avec ses amis. Et faire des choses que tu n'as pas l'occasion de faire de manière générale dans la vraie vie, genre un repos long. Une nuit de 8 heures, Une oh nuit de mon 8 dieu. heures. Ou dormir 4 heures à l'impression d'avoir tout récupéré. Mais... C'est ça. Bon. Non, ça je fais, mais après ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Donc oui, vivez vos fantaisies les plus, les plus folles et dormez. Mourir. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas la même chose. Faites des siestes si vous êtes... Quoique mourir, c'est chouette aussi. Hein. C'est chouette de faire des jeux de rôle, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais des jeux de rôle, enfin des one-shots, où on s'en fout si le personnage il meurt ou pas, et ça ouvre des portes en mode, mais j'ai pas besoin de jouer la sécurité en fait, j'y vais. Et ce truc que je ne ferais jamais dans la vraie vie, genre me dire, tiens, je vais tester de sauter de cette falaise et voir si j'atterris dans l'eau sans mourir, bah on peut le faire en jeu de rôle. Est-ce que vous préférez jouer un personnage qui est proche de votre personnalité ou qui est très éloigné de votre personnalité ou un entre-deux voilà. Je pense que c'est difficile. En fait, ça va dépendre un peu du one-shot ou d'une campagne. Parce que je pense que quand on est dans un one-shot, on peut vraiment essayer de s'immerger dans un autre personnage qui est loin de tout ce qu'on est. Mais je pense que quand on fait une campagne, c'est quand même plus simple d'avoir un personnage qui peut-être, pas forcément totalement, mais en tout cas en partie, nous ressemble un petit peu. Parce que pour pouvoir réussir à tenir ce personnage assez longtemps, il faut quand même avoir une certaine proximité avec. Après, il y a aussi des gens qui n'ont aucun problème à faire complètement autre chose qu'eux-mêmes dans des campagnes, et on n'est jamais vraiment nous-mêmes non plus dans une campagne, mais sur la durée c'est quand même plus simple, en tout cas à mon avis. Je pense que inconsciemment, même si c'est qu'une facette de ta personnalité, tu vas peut-être au final construire un personnage qui te ressemble un peu, ou en tout cas qui ressemble à une part de ta personnalité. Pas en mode 100%, mais oui, moi je sais que Mara elle a le côté calme et vouloir aider les gens sans le côté speedé et maniaque du contrôle, mais c'est une part quand même, quoi. Tu es maniaque du contrôle, Dana? Jamais. Mais genre Manon qui avait voulu jouer un personnage qui n'est pas intelligent et qui, de par la force des choses, s'est retrouvée à prendre note et à être la tête pensante du groupe pour changer. En même temps, elle a appelé son personnage Adélaïde, ça veut dire noble combattante. Donc voilà, l'étymologie a eu raison. C'est aussi une ville d'Australie qui n'est pas la capitale. Ouais, c'est pas très loin de Sydney. C'est vrai. Oui. Je sais pas pourquoi je regarde. D'autres questions, Manon? Alors, pas du chat, mais c'est pas grave parce que c'était déjà les miennes de toute façon. Moi, ma question suivante, c'est est-ce que vous pensez pouvoir faire du jeu de rôle sans la mécanique des dés? Je pense que c'est possible d'une certaine manière, mais je trouve que les dés, en tout cas, rajoutent une tension qu'on n'a pas sinon, parce que on peut avoir envie de faire toutes les actions complètement impossibles et incroyables qu'on veut. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais jet qui fait qu'on va devoir rebondir ou qu'on va complètement se casser la gueule, mais qu'en tout cas, ce qu'on voulait faire à la base ne se passe pas bien, et c'est peut-être ça qui fait que les aventures sont si amusantes et intéressantes, c'est que il faut continuellement réussir à se réinventer, trouver de nouvelles solutions. Donc, jouer sans les dés, je pense que c'est possible, mais je pense qu'il faut un système qui est profondément prévu. Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, il faut l'aléatoire quand même. Mais il y a deux choses différentes. Est-ce que c'est jouer avec un autre générateur de hasard que les dés, ou dans ce cas-là, il y a moyen, c'est juste que j'en ai tellement que j'ai envie de jouer avec, mais ça, on pourrait imaginer des sites. Mais sinon, oui, il y a des jeux de rôle où il y a pas ou beaucoup moins de hasard, et c'est beaucoup plus décidé collectivement ou par le joueur, les succès, les échecs.
c'est juste que voilà, moi j'en ai jamais vraiment pratiqué et je trouve que comme Raphaël a des intérêts, c'est que Tout le monde soit surpris au final. oui, c'est que une grande partie des choses soit laissée au hasard et qu'il y ait cette tension sur créer, rebondir sur ce qui se passe bien, sur ce qui se passe mal et apprendre à gérer tout ce qui se passe mal et tout ce chaos et qu'il y a à côté aussi que l'humour et les choses dramatiques soient presque toujours une surprise parce qu'on ne sait même pas prévoir quand ils vont. On peut placer des circonstances, mais certains combats dont on pense qu'ils vont être mortels vont être drôles parce que les monstres lancent tout le temps des A et les personnages joueurs lancent tout le temps des réussites critiques. Et dans l'inverse, parfois, ce qui est censé être un truc relativement mineur mais qui peut être dangereux va devenir excessivement dangereux et donc on peut toujours être surpris par les circonstances. Comme au final, en fonction des jets que eux ont fait et que nous on a fait, dans la campagne des songes des cieux brisés, quand on est contre la chimère, qui nous a posé quand même beaucoup moins de problèmes que les cacailloux qu'on a dû affronter juste avant. C'était le personnage de Manon qui s'est fait tuer par les cacailloux. Et, qui s'est relevé puis qui ou alors des monstres qu'on a déjà combattus avec la compagnie des astres, qu'on n'a jamais réussi vraiment à tuer, mais qu'on a réussi à empêcher d'une manière ou d'une autre d'atteindre leurs objectifs en les mettant dans une bulle ou en les faisant tomber quelque part aussi. Et puis toute l'émotion vient de ce hasard, en effet, tous les moments où on a failli mourir, ou au contraire toutes les victoires, etc., ça venait du hasard des dés, parce que sinon si c'est Carmelo qui les décide, ce serait moins fun pour lui. Et ce serait un peu moins fun pour lui, pour nous aussi. Doublement moins fun pour lui et moins fun pour nous. Et puis on a des beautés et on a une excuse pour dépenser notre argent dans des choses très utiles. On a 2 questions qui nous viennent du chat. La première question, quelle est votre mécanique de JDR préférée? Je pose déjà la deuxième, comme ça vous y réfléchissez. Quelle est votre classe de prédilection? Moi, je pense ouvrière, c'est pas la réponse. Donjon et Dragons. Bourgeoise. Moi, je suis classe quoi qu'il arrive. Oui, surtout quoi qu'il arrive. Je pense que quand même Donjons et Dragons est mon préféré parce que j'ai pu faire d'autres systèmes de jeu. On a testé le système Doctor Who, le système... Alors, j'ai pas compris la question non plus. La question, c'est pas quel type de JDR vous préférez, c'est une mécanique de JDR. Donc, je pensais que c'était par rapport la mécanique genre Doctor Who, Star Trek, etc. Oui, mais pas un système de jeu, une mécanique. Quand même avec en système de jeu, moi j'ai quand même une préférence pour Donjons et Dragons parce que je trouve que c'est un des systèmes où on est le plus libre à ce niveau-là, dans tout ce qu'on veut faire. Après, il y en a qui sont très chouettes, mais qui sont très liés à comment est l'univers aussi de base. Voilà. Moi, j'ai toujours pas compris la question. Donc moi, je vais dire que... Il précise que le système de jeu, ça l'intéresse aussi. Ok. Moi, dans les systèmes de jeu, je n'ai pas vraiment de préférence parce que j'estime que c'est... selon le type de choses qu'on veut faire jouer, je vais avoir des systèmes de jeu que je préfère. Si je veux faire un truc entièrement narratif, sans combat, tout ça, je pourrais le faire même avec beaucoup de magie. S'il n'y a pas beaucoup de combat, je ne vais jamais le faire avec Donjons et Dragons. On peut le faire, c'est tout à fait faisable de faire des campagnes, mais j'estime que pour faire jouer ce genre de choses, il y a des systèmes de jeu qui sont beaucoup plus appropriés. Et donc voilà, ça dépend vraiment du type de choses qu'on veut faire jouer. Sinon, dans mes 2 mécaniques de jeu préférées, parce que je trouve que c'est très drôle, c'est les dés qui explosent, comme dans Kids on Broom, et puis Never Stop Blowing Up, qui est à Hack, dont on va faire une campagne prochainement. Et sinon, la création de traits laissés aux joueurs, moi je trouve que c'est vraiment sympa, donc comme dans Star Trek, comme dans Dune,
et ce genre de choses. De la Je précise donc, parce que le commentaire a été précisé. Donc, il y a le système de jeu, tu peux quand même y répondre. Mais j'ai pas Quel compris système? c'était quoi parce que Carola a Le expliqué, système- j'ai pas compris la différence entre Bah, système donc et mécanique. le système de jeu, c'est Donjons et Dragons, c'est à quel jeu on joue. Ouais. Et la mécanique, là, la personne explique, par exemple, elle aime beaucoup la magie sauvage et ses effets imprévisibles. Donc, c'est un truc particulier par exemple, dans Donjons et Dragons. Carmelo, il a donné des trucs particuliers dans d'autres jeux, mais un truc que tu te dis, ça c'est intéressant dans ce jeu de rôle-là. Ok. Voilà. Tu vois, Si t'as une genre- réponse, si t'as pas de réponse, c'est pas grave, mais D'accord. déjà, quel système de jeu, ça peut être intéressant. C'est Craft, c'est Donjons et Dragons. Ouais. Donjons et Dragons, j'aime bien parce que c'est celui que je pratique depuis le plus longtemps, mais j'y comprends toujours pas grand chose. Les dés sont beaux, mais il y en a beaucoup au final. Le système à la Never Stop Growing Up, ça me fait juste très rire. Le fait que même nos compétences, elles dépendent pas de nous, mais juste de nos jets, de ce qu'on utilise le plus souvent. Sinon, simplicité du hasard. Le système un peu à la Jinx où juste on lance 2d6 et on voit le résultat, c'est tout. Sinon, en termes de mécanique, c'est vrai que la magie sauvage, à chaque fois qu'on en a fait, ça apportait des trucs vraiment inédits et sympas. Peut-être parce que Carmelo prévoit bien aussi cette table de magie sauvage, je sais pas comment il le fait, mais à chaque fois c'était quand même assez sympa. Avec énormément de cocaïne. Avec Mais- très peu de sommeil. Écoute, dormir c'est tricher. Ça, c'était donc C'est- les ouais. premières questions. Mais pour la mécanique, moi, un truc que j'aime beaucoup, enfin, ça rejoint un peu la question de la classe que j'aime bien parce que j'ai parlé du fait que j'aimais beaucoup la magie. Donc, je suis plutôt sur dans Donjons et Dragons, des mages et des ensorceleurs. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la modification des sortilèges qu'on fait beaucoup, enfin, que les ensorceleurs font avec la métamagie. Mais que on peut aussi faire avec le mage selon les dons qu'on prend comme adepte de la métamagie. Et en fait, en fonction du scénario et de ce qui se passe, en tout cas dans la compagnie des astres avec le MJ qu'on a, on peut parfois bricoler des rituels et c'est ce côté un peu on essaie de faire quelque chose avec d'autres trucs et essayer de voir comment on peut joindre les fils malgré tout. Et je trouve que c'est ça qui est très drôle aussi et très intéressant au niveau des mécaniques, de se dire que je fais tel sort, mais je le modifie de telle manière, je peux faire tout ça. Par exemple, Victor qui fait de la métamagie, mais qui, avec l'ordre des scripts, peut aussi modifier le type de dégâts, qui est aussi, il me semble, une option de métamagie, mais qui du coup, là, il peut combiner les deux. Donc oui... Sinon, Donat, tu veux que je réponde à la question de comment je prévois une table? Tu vois, d'abord, je On prévois parle de quelque par chose. D'abord, je prévois quelque chose au chiffre 3, puis à 14, puis à 15. Fascination pour Pi est incroyable. Donc la question suivante, c'est quelle est votre classe de prédilection? Bah de nouveau, je pense que je dirais Claire, mais parce que je l'ai plus joué, mais sinon Bard. En vrai, il y a le côté un peu, je fais de la magie, mais je mise pas tout sur l'intelligence, c'est genre, je fonce. En tout cas, quand je l'avais joué dans les songes des cieux brisés, c'était vraiment en mode, à un moment, les gens parlent trop, ça me saoule. Moi, je vais miser sur mon charisme et je vais dire quelque chose. Et tu es d'ailleurs une barde qui ne drague absolument pas tout le monde, ce qui est Et ouais. à noter, je Et pense. pourtant, j'étais une barde glamour. Ouais. Et ben, moi, je vais dire barbare de la magie sauvage, c'est quand même vachement cool. Pas artificiel. Non, j'avoue que. Enfin, j'aime bien artificiel. Mais en fait, si je devais jouer à la sorte de sort, je joue à clair. Je joue à Parce qu'en clair. français, on voit pas grand chose. Voilà, c'est ça. Je joue à clair parce que si j'ai pas. Alors, il faut que j'invente une sous-classe d'artificier qui a accès à Esprit Gardien. J'utilise presque ce sort. Pourtant, il est dans des sortes de domaines. Oui. Est-ce qu'il y a. Ouais, Raph? Non. Oui, non, tu... Oui, il l'avait dit J'ai dit- la question précédente. Oui, c'est plutôt Alors, tout ce il y a que encore une j'ai- question, une dernière question, je pense, avant qu'on ne clôture ici, de Vanda, qui nous a rejoint. Bonjour, Et qui nous a rejoint un peu tard et donc elle n'a pas entendu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, vous allez répéter. Est-ce que vous allez tester des nouveaux systèmes de jeu prochainement? Prochainement, prochainement, ce sera Passion pour la Spationesse.
Ouais. Avec toi, Wanda. Et Jinx aussi. On a un peu parlé Je pense quand que je ferai mon one shot. le prochain, moi, ce sera Jinx, du coup, je pense. Je ne pense pas qu'on a d'autres systèmes à voir d'ici là. Non. Si là. Qui est un système qu'on a déjà utilisé pour Scooby-Doo. Oui. D'ailleurs. Oui. Parce que ça s'appelle Jinx parce que je crois qu'ils n'avaient pas les droits pour Scooby-Doo. Mais Exactement. c'est adapté pour faire du Scooby-Doo en gros. Scooby-Doo ou d'autres... Ou d'autres séries de ce type, je ne vous en dis pas plus. Et voilà, je pense que c'est très bien. Et on va donc, tester prochainement du Never Stop Blowing Up aussi. Ouais. Et donc, du coup, on vous retrouve toutes et tous le 9 pour notre prochain one-shot. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 9 et dites-le à tous vos amis, de nous rejoindre pour un super one-shot le 9. Et Parce pour qu'il y le aura moment... Manon et Paraf. Ouais. Et Mince pour le alors. moment, puissiez-vous tous faire des vins naturels. Au revoir. Bye bye.